Je suis Bailo Telivel Diallo, professeur, enseignant. J'ai enseigné et puis j'ai été ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de 2012 à 2016, début 2016. Et après ma sortie du gouvernement, je me suis installé dans cette ferme par laquelle j'essaie de former des jeunes à l'entrepreneuriat agricole et à soutenir une économie sociale solidaire autour de Popodara. Une impression extrêmement complexe parce que, comme je viens de le dire, je suis ministre du professeur Alpha Condé, je le suis redevable de tout le parcours, ce que j'ai pu faire durant cette période. Je savais que la Guinée traversait une crise profonde avec plein d'incertitudes et j'essayais de m'investir autant que possible dans les divers chemins et voies de résolution de la crise. Le coup d'État, pour moi, a été une opportunité pour reposer, est une opportunité, comme la Guinée en a eu d'ailleurs tout le long de son histoire, une opportunité pour reposer les vraies questions, des questions fondamentales, et voir comment poursuivre la marche en avant. Pour moi, la vraie question, c'est ça. C'est comment poursuivre notre marche en avant sans nier ni nos acquis, ni nos faiblesses, ni nos forces, ni nos capacités à aller de l'avant. Si nous la saisissons de cette façon-là, je pense que ce serait une opportunité. Et c'est les forces vives, ce que moi j'appelle plutôt les forces porteuses de progrès, porteuses de vision, porteuses d'avenir, qui doivent saisir cette opportunité. Si on ne la saisit pas, bon, on risque d'aller de recommencement à recommencement et d'aller de crise en crise. La question fondamentale est comment les forces porteuses de progrès, qu'elles soient politiques, qu'elles soient civiles, qu'elles soient économiques, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient même militaires, comment ces forces vont saisir cette opportunité pour aller de l'avant. Quand on traverse une crise, toutes les composantes de ces forces sociales porteuses de progrès, chacun propose des solutions et c'est ça qui est intéressant. Mais à l'écoute des différentes propositions qui sont formulées jusqu'aujourd'hui, nous tombons toujours dans ce que moi je considère comme une faiblesse. D'autres peuvent ne pas le considérer comme une faiblesse. C'est de focaliser sur les hommes, de focaliser sur les leaders, de focaliser sur même des générations. Ah, il faut qu'on change ceci, il faut qu'on change cela, il faut que cette génération-là, telle quitte, ainsi de suite. Ma philosophie, c'est que avant de poser la question des hommes, il faut poser la question des systèmes. Obama qui disait que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes charismatiques ou de leaders charismatiques. L'Afrique a besoin d'institutions fortes. Mais dès que tu dis, bon, maintenant, comment on va mettre ça en place, on revient encore à la question des hommes. On a besoin d'hommes forts, on a besoin d'hommes intègres, on a besoin de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, on a besoin d'une nouvelle génération, on a besoin d'une nouvelle élite. Tout ça, c'est ramené à la question des hommes. Et moi, je dis, il faut rester au paradigme. On a besoin d'institutions fortes qui vont permettre à des hommes compétents, à des hommes intègres, d'aller de l'avant. La question donc est
comment mettre en place d'institutions fortes. Et mes propositions, si vous entrez dans les détails, c'est d'abord la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une institution forte? C'est pas qu'est-ce que c'est qu'un homme intègre ou un homme charismatique ou un homme non corrompu, etc. C'est qu'est-ce que c'est qu'une institution forte? Après, on verra la question des hommes. Et la première proposition, c'est au niveau de l'institution forte, c'est au niveau de l'Assemblée. Comment faire en sorte que nous ayons une assemblée légitime, une assemblée représentative, une assemblée qui puisse équilibrer le pouvoir avec les deux autres ordres, c'est-à-dire l'exécutif et le législatif. C'est quoi une assemblée forte? On a expérimenté l'assemblée mise en place uniquement à travers les compétitions entre les partis politiques. Nos assemblées sont des institutions, sont une institution où n'existent, où ne sont présents, où ne délibèrent, où ne décident que les représentants des partis politiques. On l'a essayé de longues années, ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Moi, en tout cas, je considère que ça ne marche pas. Et donc, je me dis que cette assemblée, que nos assemblées, où les partis politiques ont le monopole de la représentation de la nation, cette assemblée n'est pas suffisamment représentative. Qu'il faut y amener d'autres organisations qui sont elles-mêmes représentatives de la nation. Je pense par exemple aux syndicats. Il faut amener les syndicats, les organisations syndicales dans l'Assemblée. Il faut amener les organisations nationales de jeunes dans l'Assemblée. Il faut amener les organisations nationales des femmes dans l'Assemblée. Il faut amener les organisations nationales des opérateurs économiques, le patronat, dans l'Assemblée. Il faut amener les organisations paysannes dans l'Assemblée, etc., etc. Et là, on aura une assemblée représentative non seulement des opinions ou des positions politiques liées aux partis politiques, mais on aura aussi ces organisations qui vont poser et mettre au sein de l'Assemblée, au sein du législatif, les voix de ces différentes organisations, qu'on n'attende pas qu'une loi soit votée, par exemple la loi des finances, pour que, au moins de l'exécution, que les syndicats se lèvent pour dire « Ah, nous on veut ceci, nous on veut cela ». On doit le mettre dans la loi des finances. Que les jeunes mettent déjà sous forme de loi, sous forme de délibération de l'Assemblée, que les lois, que les jeunes, que les femmes, que le patronat, que les paysans soient là-dedans pour dire leur avis, avant même que la loi ne soit votée par l'Assemblée. Je pense que c'est de cette façon qu'on aura quelque chose de plus consensuel. Évidemment, on va me dire, ça ne peut pas marcher ainsi parce que dans les institutions, il est convenu que les assemblées sont constituées par les représentants, les élus des partis politiques. Je dis non. Tu prends le CNT, qui est une sorte d'assemblée en situation exceptionnelle. Le CNT, chaque fois qu'on est dans une situation de crise majeure, on met en place le CNT. Mais dans le CNT, on ne dit pas rien que les partis politiques. On dit les représentants de chaque composante de la nation, toutes celles que je viens de citer, ou peut-être même plus, de façon à ce que les décisions du CNT, que ce soit celui qu'on va peut-être mettre en place, que ce soit les CNT antérieurs, ce n'est pas la première fois. Chaque fois, on dit, c'est ça les représentants de la nation. Alors, pourquoi
une structure comme le CNT, qu'on met en place dans les cas de crise majeure, ne pourrait pas être réadapté pour continuer la représentation nationale, pour répondre aux défis du développement, aux défis de la démocratie, aux défis de la solidarité nationale. Ma première proposition, c'est ça, c'est revoir notre Assemblée. Toujours au niveau de l'Assemblée, si on sort de ce monopole des partis politiques, que j'ai appelé d'ailleurs de façon assez brutale pour provoquer la dictature des partis politiques, si on sort de cela, alors la question suivante, c'est l'équilibre des pouvoirs. On reste toujours dans le vocabulaire de la démocratie occidentale. Il faut un pouvoir et un contre-pouvoir. Moi, je dis non. Il faut un équilibre des pouvoirs, pas nécessairement un contre-pouvoir. Si on parvient à équilibrer le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, on parvient à l'équilibrer, alors on pourra, sans rentrer dans la polarisation qui caractérise notre vie politique, on pourra échapper à cette polarisation pouvoir-opposition pour savoir quelles sont les compétences dévolues au législatif, quelles sont les compétences dévolues à l'exécutif, quelles sont les compétences dévolues au judiciaire, sans que ça soit nécessairement sous la forme d'opposition, mais sous la forme de complémentarité, de coordination. Il faut essayer ça. On a essayé depuis la fin du régime révolutionnaire, on a essayé l'approche pouvoir-opposition, ça n'a pas marché. Partout en Afrique, chaque fois qu'il y a des élections, chaque fois qu'on rentre dans ces compétitions, ça débouche sur des violences, sur des crises, sur des guerres civiles, sur des partitions des États. Mais il faut qu'on arrête et qu'on mette bas la terre pour dire, bon, est-ce qu'on ne peut pas essayer autre chose que la dictature des partis politiques, du monopole du champ politique par les partis politiques? C'est ma première proposition. Donc, une représentation nationale au sein de l'Assemblée, un équilibre des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif, parce que beaucoup de choses se jouent à ce niveau-là. Et dans ce cadre-là, donner plus de pouvoir, même si dans le texte ça existe, je ne sais pas, mais donner plus de pouvoir, de contrôle de l'exécutif par le législatif, à travers les commissions parlementaires. Que les commissions parlementaires jouent leur rôle de contrôler l'exécutif, non pas seulement pour le chef de l'État, mais pour les postes de très haute responsabilité, que les postes techniques de très haute responsabilité, que les personnes qui sont à ce niveau-là soient régulièrement, selon des formes dont il faut convenir, soient régulièrement entendues par les commissions parlementaires pour échanger et avoir des directives législatives sur des directives légales sur leur bilan, leur profil, leurs compétences, leurs résultats et leurs difficultés. Et à cette condition-là, on sortira un peu de ce que nous constatons malheureusement, le clientélisme, le régionalisme, les cadres qui tournent autour de l'exécutif pour avoir des postes, qui retournent leur veste pour avoir des postes, pour mobilisent leur famille, leur communauté, leur parti pour avoir des postes. Il faut sortir de ça. Si les commissions parlementaires, comme aux États-Unis par exemple, ont un pouvoir de dire lui il est bon,
lui, il n'est pas bon, lui, il est bon, lui, il n'est pas bon, et que le débat s'instaure de façon transparente sur ceux qui sont candidats à ces postes de très haute responsabilité politique, technique, financière, judiciaire, militaire, de sécurité et de défense, alors à ce moment-là, peut-être qu'on pourra atténuer ces effets pervers de la trop grande puissance de l'exécutif, du régime présidentiel. On est dans un régime présidentiel, on l'a essayé, essayons un régime où... Alors justement, on vient à cette deuxième proposition. Vous avez expliqué que nous sommes aussi dans ce régime présidentiel et vous préconisez un régime parlementaire ou semi-présidentiel. Je ne maîtrise pas suffisamment les concepts de présidentiel, semi-présidentiel ou parlementaire. Ça, il reviendra à des constitutionnalistes d'examiner les textes par lesquels ce type de régime pourrait être instauré. Je dis seulement ceci. On a essayé le régime présidentiel et même un régime présidentiel à outrance, où le président est quasiment un monarque. On a copié ça du modèle français de la Ve République. Et même en France, il se pose maintenant beaucoup de questions par rapport à cela. Il y a beaucoup de penseurs, d'intellectuels, de politologues qui disent qu'il faut réfléchir à autre chose, à une sixième République. On a essayé le régime présidentiel depuis la fin de la Révolution. Ça n'a pas marché. Enfin, ça a marché jusqu'à un certain point, mais les problèmes se sont accumulés parce que notre tradition politique, notre culture politique donne beaucoup de pouvoir aux chefs. Donc, si on ne parvient pas, non pas à créer encore une fois un contre-pouvoir, je suis pas d'accord, mais à équilibrer le régime présidentiel avec un régime parlementaire un peu plus actif et il y a un peu plus de pouvoir sur le fonctionnement de l'exécutif, nous retrouverons toujours avec ce président de la République qui finira par la force naturelle des choses à devenir le chef tout puissant. Obama l'a dit à Accra, mais on se contente souvent d'écouter et de commenter, mais sans en tirer toutes les implications. Il a bien dit lui aussi que même chez eux, s'ils avaient la possibilité, ils auraient tout fait pour rester au pouvoir. Mais que ce sont les institutions qui font qu'ils ne peuvent pas y penser. Ok, mais alors réfléchissons nous aussi de cette façon. Donnons des pouvoirs, des capacités, des compétences pour que l'exécutif, et pas seulement le chef de l'État, je dis bien les responsables au plus haut niveau des pouvoirs économiques, financiers, sociaux, culturels, que cela soit contrôlé par des commissions parlementaires, évalué par des commissions parlementaires, parce que ces commissions, c'est eux les représentants du peuple. C'est par leur biais que le peuple dit, ah, lui, évidemment, il faut beaucoup d'objectivité, il faut de l'apprentissage. Ça mettra du temps pour avoir une culture de l'équilibre des pouvoirs, une culture du contrôle de l'exécutif. Parce que, encore une fois, ça ne relève pas de notre culture. Depuis les chefs de canton jusqu'à aujourd'hui, pour nous, le chef, c'est le chef. C'est Dieu qui l'a amené. Il faut tout ça. Donc, le Parlement et l'exécutif, réfléchissons sur la façon dont on doit équilibrer leur pouvoir, sans créer des complications, trop de complications à l'exécutif, parce que l'exécutif doit résoudre des problèmes importants et urgents. Donc, il ne faut pas qu'on les bloque, mais sans non plus leur donner une toute puissance de faire, de prendre des décisions qui engagent toute la nation sans que la nation n'ait la possibilité de les contrôler. C'est une question que je pose en débat.
L'exécutif, chez nous, et là aussi c'est une tradition assez française, et c'est le régime jacobin, c'est le pouvoir jacobin, le jacobinisme français, c'est connu. Tout est au centre, tout est à l'Élysée. Et la décentralisation consiste à ramener des pouvoirs et des compétences de proximité aux populations qui sont dans la proximité. Sur beaucoup de questions, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'au centre. Sur les questions de l'école primaire, sur les questions des centres de santé, sur les questions de la fonction publique locale, sur la question de l'aménagement du territoire de la commune, sur les questions de l'environnement, la protection, la gestion des déchets, et ainsi de suite. Il faut que les élus locaux, donc par le biais des conseils communaux et des mairies, il faut que les élus locaux disposent des pouvoirs, ils ont déjà les compétences, mais qu'ils disposent des pouvoirs et des moyens pour gérer effectivement leur commune. On a l'une des meilleures lois concernant la décentralisation en Afrique de l'Ouest, à ma connaissance. On a l'une des meilleures lois. Elle a été votée depuis plus d'une dizaine d'années. Mais les pouvoirs centraux que nous avons, ça date pas de maintenant, hein, depuis qu'elle a été votée, ont des difficultés à rendre effective la décentralisation, à doter les conseils communaux et les mairies des ressources humaines, matérielles, financières dont elles ont besoin pour développer leurs plans de développement locaux. On dit vous avez telle compétence, mais on ne leur donne pas le budget. Le budget vient de structures nationales. Ça vient du budget national, ça vient d'agences qui ont été mises en place, qui sont une avancée incroyable, considérable. Les agences qui ont été mises en place pour le développement local, c'est une avancée. Mais ma proposition, c'est que le budget de la commune, que tout cela passe par le budget de la commune et que la mise en œuvre, l'exécution budgétaire de ces financements acquis par le budget national, mais par les PTF, par les agences nationales de financement, que tout cela passe par une unique porte d'entrée, le budget de la commune. Et que ce soit le conseil qui délibère et qui dise on va allouer tel montant à tel secteur, tel montant à tel secteur, tel montant à tel secteur. Qu'on ne dise pas ah, on vous donne le financement pour faire votre piste là. On vous donne le financement pour... Non. On n'a qu'à s'appuyer sur les plans de développement et sur les plans annuels d'investissement pour dire, voilà, vous délibérez. C'est vous qui savez comment vous allez faire. Si vous vous plantez, si vous n'êtes pas transparent, s'il y a des malversations, s'il y a des corruptions, c'est les électeurs, les citoyens de la commune qui doivent vous sanctionner. Et là aussi, les procédures d'intervention des électeurs dans l'exécution budgétaire, dans la fonction publique locale, doivent être renforcées. Tu prends l'école. On est dans des situations où il y a une certaine confusion entre le service de l'éducation de la commune et le DSE. Et on ne sait pas trop qui... Et en général, les enseignants, les directions d'école, l'administration scolaire préfèrent rendre compte à la hiérarchie administrative au lieu de rendre compte aux électeurs locaux. Ce sont toutes ces questions, la même chose pour la santé, la même chose pour les pistes. Il faut rendre compte à ceux qui ont été les électeurs, à ceux qui ont élu. Il faut leur rendre compte. C'est ça que je dis,
renforcer la décentralisation et donner un calendrier. Il ne faut pas qu'on dise, d'accord, on va le faire, d'accord, on va le faire. Il faut que sur un mandat sur une durée d'un mandat, ce que je propose, donc 5 ans ou 6 ans, je ne sais pas quelle sera la durée du mandat, il faut que l'ensemble des compétences dévolues aux collectivités par le code des collectivités, que l'ensemble des compétences soient effectives au niveau des communes. Je pense que c'est une bonne idée, mais sur laquelle j'ai des réserves. Les conseils régionaux peuvent aider à une coordination, à une harmonisation des démarches utilisées par différentes collectivités de base, où une seule collectivité de base peut ne pas être à mesure d'affronter, de poser et de résoudre le problème. Mais j'ai une réserve. Il ne faut pas que les conseils régionaux soient des instances de décision par-dessus les collectivités. Il faut que les collectivités conservent la souveraineté de leurs décisions et que le conseil vienne seulement pour harmoniser des planifications au niveau régional, mais que la décision sur l'exécution de la planification, sur l'adoption de la planification reste au niveau des collectivités. Le conseil régional ne doit pas non plus affaiblir quelque chose qui existe au niveau du code des collectivités, c'est l'intercommunalité. L'intercommunalité a été prévue par le code des collectivités pour résoudre quel genre de problème? Vous avez une rivière, vous avez une forêt, vous avez un bas-fond, mais qui n'est pas limité au territoire d'une seule commune. C'est comment aménager ce bas-fond. C'est comment gérer cette forêt qui est commune à 2 ou 3 communautés. Comment gérer cette rivière. Ou bien on veut avoir un collège, mais le collège, les normes d'élèves et d'enseignants du niveau du collège dépassent celle la capacité d'une commune. Donc, trois communes peuvent décider de créer un collège, voire un lycée, voire un centre de formation technique et professionnelle ensemble. Il ne faut pas que ça relève du conseil régional. Il faut que ça relève de l'intercommunalité. Que ces 3 communes, ou 4 communes, ou 5 communes, et ça peut être même une commune de Labé et une commune de Zérekoré, disent, ah, on va faire ça ensemble. C'est quand cette approche transversale est consolidée que la décentralisation sera forte. Il ne faut pas créer une bureaucratie supplémentaire entre les pouvoirs centraux et la collectivité au nom d'un conseil régional. C'est ma réserve. Depuis l'accession à l'indépendance, nous basons sur le modèle, encore une fois, français, nous avons exclu, à la différence de la plupart des pays anglophones et de quelques pays francophones, les institutions traditionnelles de l'appareil d'État, de la construction de l'appareil d'État. Résultat, chaque fois qu'il y a une crise, et parfois même en situation normale, les institutions traditionnelles viennent interférer avec le fonctionnement des appareils d'État. Alors, de 2 choses l'une. Soit on fait comme la Révolution, on dit non, non, ils n'ont pas le droit et ils ne font pas. Soit on dit, ah, ça signifie que il faut qu'on définisse et qu'on légalise leur place et leur rôle. Que les ressortissants, les coordinations, les je ne sais quoi, et associations de confréries et cela, qu'on reconnaisse leur existence, qu'on reconnaisse leur utilité, qu'on reconnaisse leur légitimité et qu'on voit comment elles peuvent intervenir sans interférer avec les institutions nationales
dans la gestion des ressources humaines, dans la gestion des ressources naturelles, dans la gestion des ressources budgétaires, ainsi de suite. C'est une réflexion qu'il faut qu'on fasse. Je ne dis pas qu'on trouvera immédiatement la solution, et surtout pas qu'on revienne au chef de canton, ou qu'on revienne à des institutions surannées. On doit prendre dans notre histoire ce qui marche, ce qui est positif, ce qui permet d'avancer. Mais si il faut qu'on réinstitue le servage, s'il faut qu'on réinstitue les relations traditionnelles négatives qui ont empêché la société de s'émanciper, voilà, il faut qu'on pèse tout ça. Et que l'État soit un État unitaire, que le jeune de Zérekoré se sente solidaire du jeune de l'Abbé, qui se sent solidaire du jeune de Boké, et non pas uniquement ressortissant de l'Abbé, machin, contre, ainsi de suite. C'est cela. C'est comment organiser cette vision unitaire en nous basant sur des traditions qui ont été unitaires. Quand vous prenez nos communautés, elles ont des traditions unitaires. Il y en a des traditions de coopération. C'est celle-là qu'il faut privilégier. Mais tout cela, il faut l'institutionnaliser. Je ne dis pas le mettre obligatoirement dans la Constitution, mais il faut qu'on s'asseye et qu'on empêche des lobbies de peser sur les décisions des chefs. Le peuple de Guinée a une histoire culturelle et presque sous son leadership, grâce à des personnalités qui ont joué un grand rôle là-dedans, la culture africaine a été considérée comme un élément clé. On dit la base, le point de départ, le point d'arrivée du développement. Tout le monde aime cette phrase-là. Mais quand il s'agit de rendre cette phrase opérationnelle et concrète, c'est là-bas où tu te rends compte que c'est des phrases et que les gens n'osent pas affronter les défis liés à ça. Au cœur de la culture, se trouve la langue. Qui rejette sa langue rejette la culture. Les Guinéens ne peuvent pas dire, moi je suis pour la culture africaine, la réhabilitation de la culture africaine, je chante la culture africaine, je danse la culture africaine, et ainsi de suite, et dire, je ne vais pas utiliser la langue des communautés, les langues nationales, dans l'éducation, dans l'administration, dans la justice, dans les assemblées. On ne peut pas juger quelqu'un dans une langue qu'il ne comprend pas. On ne peut pas éduquer un enfant dans une langue qu'il ne comprend pas au départ, qui n'est pas celle de sa mère. On ne peut pas demander à des sages d'intervenir dans des assemblées, dans des langues qu'ils ne maîtrisent pas. Pourquoi ils ne parleraient pas arabe? Ils maîtrisent l'arabe mieux que nous. C'est parce que on veut que l'élite de formation française monopolise le pouvoir, l'administration, la gestion, le développement, à travers la maîtrise de la langue française. Moi, je ne suis pas contre la langue française, au contraire. J'ai osé même dire aux gens, moi, je suis de culture française, parce que je parle la langue française mieux que le poulard. Je ne suis pas contre. Mais je veux que, là encore, qu'on équilibre, qu'on définisse les statuts, qu'on clarifie le rôle. On a le français. Mais il y a l'anglais. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a l'arabe. Et bientôt, il y a le chinois. C'est des langues internationales. On a une tradition historique qui a fait du français une langue d'une importance politique, historique et administrative importante. Il faut en tenir compte. Mais il ne faut pas que nous nous enfermions. L'éducation. On n'ose même pas introduire les langues maternelles pour la première, deuxième et troisième année, pour voir comment ensuite les autres langues maternelles peuvent venir. On me dit il y a plusieurs langues. J'ai parlé de tout ça dans beaucoup de trucs. On reviendra un jour là-dessus. Il ne faut pas que nous abandonnions
nos langues maternelles à la poubelle de l'histoire. Or, c'est ce que nous sommes en train de faire. Tant que nous ne les introduisons pas dans l'éducation, tant que nous ne les introduisons pas dans les délibérations de nos conseils, qu'on obligera les gens, des paysans élus, ayant des compétences, des savoirs et des pratiques, à s'exprimer en français. Tant que nous ne ferons pas ça, nous sommes en train de jeter nos langues et par conséquent notre culture dans la poubelle de l'histoire. Et ça, il ne faut pas après qu'on nous dise ah, les jeunes de maintenant, ils copient les cultures des autres. Nous-mêmes, on copie les langues des autres et on exclut, on interdit nos langues. On interdit nos langues. Donc, si on veut du pouvoir des populations, si on veut de l'éducation des populations, si on veut de la communication entre les populations, il faut qu'on donne à nos langues nationales sa place, son rôle et son statut officiel. J'ai lu, pas dans l'actuelle constitution, je ne l'ai pas beaucoup su, mais la constitution précédente, j'ai lu la place accordée aux langues. Lisez. C'est 2 phrases. Le peuple a le droit de défendre sa culture. Quelle est l'obligation constitutionnelle par rapport à ça? Pendant ce temps, il y a des points développés sur le français. On ne dit rien des autres langues. Il faut qu'on arrête de nous aliéner. Il faut qu'on revienne à nous-mêmes. Les propositions que je formule, ce sont des convictions basées sur mon expérience et ma réflexion. Mais ça ne veut pas dire que c'est des vérités. C'est pour ça que je ne les ai pas adressées directement au CNRD, aux nouvelles autorités. C'est que je pense qu'avant de rentrer dans des blabla et de se précipiter pour prendre la parole, il faut qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse discuter franchement, clairement, honnêtement, sincèrement et scientifiquement pour que on puisse saisir l'opportunité qui est là pour avancer. Si on continue à refaire les mêmes pratiques, bon, demain, il ne faut pas qu'on se plaigne d'avoir les mêmes résultats. Les mêmes causes produiront inévitablement les mêmes conséquences. J'observe les jeunes avec beaucoup d'intérêt parce que mon dernier bouquin s'appelle Insurrection idéologique, dialogue ou entretien avec un jeune Guinéen sur la démocratie, l'ethnie, la démocratie et le développement. Les jeunes Guinéens sont porteurs d'un potentiel de développement énorme. Ils sont porteurs d'une vision démocratique importante, solide. Et ils sont porteurs de compétences qui sont là. Mais pour plusieurs raisons, ils arrivent à nous disperser sur ces questions-là. Ils sont pris pour beaucoup d'entre eux par ce que j'ai appelé la dictature des partis politiques. Au lieu de se voir jeunes de Cancan, jeunes de Labé, jeunes de Bokeh, jeunes de Zérékoré, ayant des préoccupations similaires dans beaucoup de domaines et pouvant formuler des propositions trans-régionales, donc des propositions nationales. Non, ces jeunes de l'IFDG, jeunes de ceci, jeunes de cela, divisés sur des programmes qu'ils ne connaissent même pas. Un. Deuxièmement, ils sont dans une situation qui les affaiblit. Ils sont confrontés dans un contexte d'une économie difficile, dans un contexte de pauvreté généralisée. Ils sont confrontés au problème de l'emploi, au problème de revenus, d'activité génératrice de revenus, au problème de formation, à diverses sollicitations. Ils veulent se marier, ils en ont l'âge, ils ont une famille parfois en charge, et ils n'ont rien, ils sont dans la précarité.
Je comprends que dans ces conditions, c'est pour ça que je ne les condamne pas, je comprends que dans ces conditions, ils puissent succomber aux sollicitations d'acheteurs de voix, aux sollicitations d'acheteurs de voix pour dire, bon, venez avec moi, et les acheteurs de voix sont souvent des acheteurs de postes. Si les jeunes ne parviennent pas à prendre conscience collectivement de cette situation qui n'est pas facile à affronter, pour avoir leur programme et vendre leur programme à ceux qui prétendent au leadership de la Guinée ou des régions ou des collectivités, s'ils ne parviennent pas à faire cela, ils souffriront toujours du clientélisme, de l'ethnisme et de du monopole ou de la dictature des partis politiques. Ils seront toujours divisés et ils ne pourront pas penser jeunes. Dans ma proposition sur l'Assemblée, j'ai dit qu'il faut que les organisations de jeunes rentrent dans l'Assemblée pour y promouvoir les propositions des jeunes. Ce que je n'ai pas pu développer, c'est comment ces jeunes-là vont être identifiés. Qui va les identifier? Selon quelle procédure? Si on dit à l'Assemblée, il faut 5 jeunes, comment ces 5 jeunes-là vont être élus? Ça, je n'ai pas de réponse à ça. Parmi mes interlocuteurs, il y a un qui a posé la question, je n'y ai pas répondu. Mais c'est ça la vraie question. Mais il faut que les jeunes essaient d'échapper à la position de mendiant. Il ne faut pas qu'ils soient des mendiants. S'il y en a parmi eux qui sont des mendiants, laissez-les mendier, ne les insultez même pas. Laissez-les mendier. Mais construisez un programme d'émancipation des jeunes, de développement des activités de jeunes et de vision de l'avenir des jeunes. Et on en a parlé. Dans les 10 prochaines années, peut-être que la moitié des métiers que l'on connaît aujourd'hui vont disparaître. Comment les jeunes se préparent aux métiers de l'avenir? Quels sont les métiers de l'avenir en Guinée? Et comment ils s'y préparent? Quand on voit les candidats, les bacheliers, et que tu parles avec eux de ces questions-là, tu te rends compte qu'il n'y a aucune réflexion. Les jeunes ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont... Parce que c'est pas aujourd'hui, on me dit qu'il faut adapter l'éducation à l'emploi. Je dis c'est faux. Il faut adapter l'éducation à l'avenir. Si tu vois l'emploi d'aujourd'hui, dans 3 ans, beaucoup d'emplois vont disparaître. Les dactylographes ont disparu. Les sténographes ont disparu. Beaucoup de gens vont disparaître. Toi, tu dis tu vas adapter à ça. C'est en voie de disparition accélérée. Alors que les jeunes Guinéens ont une intelligence de TIC. Ils ont une intelligence de stratégie. C'est sur ça qu'il faut capitaliser. Mais comment faire? Je n'ai pas de réponse.